Une femme sur 3 vivra une relation toxique au cours de sa vie. Et dans la majorité des cas, l'homme qu'elle croit aimer est en réalité un manipulateur, un pervers narcissique, qui détruira lentement tout ce qu'elle est, sans jamais lever la voix. Tu crois que c'est de l'amour. Mais ce n'est qu'un jeu de contrôle. Un piège émotionnel parfaitement guilé. Et le plus tragique, c'est que ces gens-là, ces profils toxiques, donnent l'illusion d'avoir tout gagné. Ils séduisent, ils manipulent, ils passent à autre chose, pendant que toi, tu essaies juste de recoller les morceaux. Et pourtant, ce que tu ne vois pas, c'est la punition invisible qui les attend. Une punition bien plus profonde que la vengeance. Parce que tôt ou tard, la vie se referme sur eux. Scientifiquement, psychologiquement, spirituellement. Tu veux savoir pourquoi leur masque tombe toujours? Pourquoi leur bonheur n'est qu'un théâtre? Pourquoi chaque pervers narcissique finit par être rattrapé par sa propre destruction? Alors reste bien jusqu'à la fin. 60% des victimes de relations toxiques développent un syndrome de stress post-traumatique. Mais toi, tu peux transformer cette douleur en puissance. Tu peux comprendre ce que personne ne t'a jamais expliqué. Si tu es, ou as été, dans une relation toxique, si tu as croisé la route d'un pervers narcissique ou d'un manipulateur, laisse un like pour montrer que tu refuses le silence et abonne-toi. Et dans les commentaires, tu peux partager ton expérience ou simplement écrire « Merci ». Dans les archives de la pensée humaine, certains noms ne meurent jamais. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Carl Jung, des siècles plus tard, dira « Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme ». Et Freud, pionnier de la psychanalyse, identifia très tôt la puissance destructrice du narcissisme pathologique. Pourtant, aujourd'hui encore, nous continuons à être surpris par la froideur, la manipulation et la violence psychologique de ceux qu'on nomme pervers narcissiques. Pourquoi? Parce que leur pouvoir repose sur une seule chose, l'illusion qu'ils sont intouchables. Pourtant, ils ne le sont pas. Et les anciens le savaient déjà. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, décrit un homme de cour qui ne supporte pas qu'on lui résiste. Il sourit en public, flatte ses interlocuteurs, mais au fond, il méprise tout le monde, y compris lui-même. Cet homme n'a pas de paix intérieure. Sénèque conclut, le vice porte en lui sa propre punition. Il n'avait pas besoin de connaître la dopamine, ni les circuits neuronaux de la récompense pour comprendre ce que la science moderne confirme. Le narcissisme est une dépendance à l'admiration, et comme toute drogue, il détruit plus qu'il ne comble. Aujourd'hui, on sait que les narcissiques pathologiques représentent environ 1% de la population, mais leurs victimes se comptent par millions. Leurs dégâts émotionnels sont bien réels, anxiété chronique, perte d'estime de soi, dépression. Selon une étude publiée dans Psychiatry Research, les partenaires de narcissiques ont 3 fois plus de risques de développer un trouble de stress post-traumatique que la moyenne. Et pourtant, beaucoup continuent à penser que le mal vient d'eux. Tu t'es peut-être déjà dit, pourquoi est-ce que ça me détruit alors que lui, il semble aller parfaitement bien? C'est précisément là que commence le plus grand mensonge du narcissique, faire croire que rien ne peut l'atteindre. Mais ce masque d'invincibilité est une façade. Derrière se cache une faille béante. Carl Jung parlait de l'ombre, cette part inconsciente et refoulée de l'individu. Les narcissiques, eux, ont construit leur vie entière pour fuir cette ombre. Chaque manipulation, chaque trahison, chaque moment où ils rabaissent quelqu'un, c'est une tentative désespérée de ne pas ressentir leur propre vide intérieur. Et ce vide, tôt ou tard, les rattrape. Marc Aurèle, encore lui, écrivait dans ses pensées pour moi-même, l'homme injuste se fait du tort à lui-même. C'est une loi silencieuse, mais universelle. Celui qui vit dans la manipulation ne crée pas de lien, seulement des illusions. Et un jour, il se retrouve seul, même entouré. Cette solitude, il ne la reconnaît pas toujours. Il l'habille de fêtes, de conquêtes, de pouvoir. Mais les chiffres sont implacables. Selon une étude de l'Université de Buffalo, les narcissiques âgés développent plus de troubles cognitifs et un déclin émotionnel plus rapide que les autres. Leur cerveau, littéralement, se referme sur lui-même. Leur vie devient un théâtre vide, sans public, sans applaudissements. Tu crois peut-être qu'il s'en sortira toujours, qu'il retombera sur ses pieds, que la justice n'existe pas. Mais tu te trompes. Ce que les stoïciens ont compris, c'est que la justice divine n'est pas une foudre spectaculaire venue du ciel. C'est une lente corrosion intérieure, une perte de sens, un appauvrissement de l'âme. Là où toi, tu cherches à comprendre, à guérir, à avancer, lui, il s'épuise à maintenir une image de perfection, chaque jour plus fragile. Et cette fatigue est la première des punitions. Regarde autour de toi. Combien de personnes brillent un temps pour mieux disparaître ensuite? Combien de manipulateurs finissent seuls, incompris, malades, ou dans l'indifférence générale?
Ce n'est pas une malédiction, c'est une mécanique. La même que décrivait Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Et le pervers narcissique vit de jugement. Il ne sait pas aimer, seulement contrôler. Il ne sait pas recevoir, seulement prendre. Et ce mode de fonctionnement, à terme, l'épuise et l'enterre vivant. Tu n'as peut-être jamais entendu dire tout cela aussi clairement. Et c'est voulu. Parce que tant que tu crois que ce type d'individu est invincible, il garde un pouvoir sur toi. Mais dès que tu comprends que son mal est déjà sa punition, tu reprends le contrôle. Tu cesses d'espérer une vengeance extérieure, et tu réalises que la vraie victoire, c'est la paix que toi tu vas construire. Parce que lui, il ne la connaîtra jamais. Et ce n'est que le début. Avant de passer à la suite, prends un instant pour laisser un like et t'abonner pour rejoindre nos membres. Aussi, si tu connais quelqu'un dans le besoin, tu peux l'aider en partageant cette vidéo. Merci pour lui ou elle. Maintenant, on continue. Dans les années 1950, un psychiatre du nom d'Hervé Cleclet publia un ouvrage qui allait devenir une référence silencieuse dans le monde de la psychopathie, The Mask of Sanity. Il y décrivait une catégorie de personnes capables de simuler l'humanité sans jamais réellement la vivre. Ce qu'il révélait, bien avant les diagnostics modernes, c'est que certains individus se construisent un masque si convaincant, qu'ils finissent par croire qu'ils sont réellement ce qu'ils prétendent être. Le pervers narcissique est l'héritier direct de ce mécanisme. Son masque n'est pas seulement une façade sociale. C'est son armure, son oxygène. Mais une armure qui finit toujours par rouiller de l'intérieur. Tu t'es sans doute déjà demandé pourquoi tout le monde semblait l'apprécier, le croire, lui faire confiance, alors que toi, tu avais tout vu, tout ressenti. Ce sentiment d'être le seul à comprendre qu'il y a quelque chose de profondément faux chez cette personne. C'est exactement ça, le pouvoir du masque, il n'est pas fait pour lui seul. Il est fait pour manipuler ton regard, déformer ta réalité. Le masque est un outil de contrôle. Et pourtant, il finit toujours par tomber. Selon une étude publiée dans Personality Disorder, Theory, Research and Treatment, les personnes présentant un trouble narcissique de la personnalité échouent à maintenir des relations stables au-delà de 7 ans en moyenne. Ce chiffre est une bombe silencieuse. Cela signifie qu'à long terme, leur illusion de perfection s'effondre inévitablement. Pourquoi? Parce que la cohérence finit par révéler la vérité. Aucun masque ne tient dans la durée face à la constance d'un quotidien. Freud parlait du retour du refoulé. Ce concept, simple mais terrifiant, désigne le moment où ce qu'un individu a tenté d'enfouir profondément en lui refait surface, souvent sous une forme destructrice. Chez le pervers narcissique, ce retour se manifeste par des crises de colère, des instabilités soudaines, des contradictions évidentes entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ce sont des fissures dans le masque. Et tôt ou tard, quelqu'un d'extérieur les remarque. Mais pourquoi ce masque tient-il aussi longtemps? Parce que le pervers narcissique investit toute son énergie dans le paraître. Il lit tes attentes. Il devine tes failles. Il joue à être ce que tu veux voir. Jung aurait dit qu'il projette une persona, un personnage social qui absorbe ton attention pendant qu'il cache son ombre derrière toi. Et cette capacité d'adaptation lui donne l'illusion qu'il contrôle tout. Qu'il maîtrise les gens, les réactions, même les conséquences. Mais ce contrôle est un mirage. Parce que ce que le narcissique ne voit pas, c'est que chaque manipulation laisse une trace. Une micro-trahison, une dissonance, un mot de trop. Et ces traces, au fil du temps, s'additionnent. Elles deviennent des incohérences visibles. Des témoignages que les autres finissent par relier. Comme un puzzle dont tu ne comprenais pas la forme, jusqu'au jour où tu vois enfin l'image complète. La vérité finit toujours par apparaître. Parfois tard. Parfois trop tard pour réparer les dégâts. Mais elle finit par émerger. L'illusion du contrôle, c'est ça. Penser que l'on peut tout verrouiller, tout anticiper, alors même que l'on sème partout les preuves de son propre chaos. Marc Aurèle écrivait « Si quelqu'un peut te prouver que tu as tort, sois le premier à vouloir le reconnaître. » Le narcissique, lui, fuit cette sagesse. Il fuit l'erreur, le doute, la remise en question. Il est enfermé dans une boucle où il doit toujours avoir raison, même quand tout s'écroule autour de lui. C'est pour cela que son masque ne tombe pas d'un coup. Il s'effrite. Il se fissure. Et un jour, il explose. Tu veux peut-être savoir quand ce jour arrive. Tu veux voir cette chute, ce moment de justice. Mais ce n'est pas à toi de l'anticiper. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'elle est déjà en cours. Chaque relation qu'il détruit, chaque confiance qu'il trahit, chaque victime qu'il laisse derrière lui devient un miroir qu'il ne pourra plus éviter éternellement. Et ce miroir, un jour, se brise sur lui. Dans les cercles de neurosciences, on parle de coût cognitif de la dissimulation. Le cerveau humain consomme plus d'énergie à mentir qu'à dire la vérité.
À long terme, cela crée de l'épuisement, des troubles du sommeil, voire des pertes de mémoire. Les pervers narcissiques finissent souvent par se contredire, oublier leur propre récit, perdre pied dans leur propre théâtre. Alors non, ils ne contrôlent pas tout. Ils ne sont pas en paix. Leur masque est une prison. Une prison dorée, parfois. Mais une prison quand même. Et pendant qu'ils dépensent toute leur force à cacher ce qu'ils sont, toi, tu peux commencer à bâtir ta vraie liberté. Dans l'interprétation des rêves, Freud affirme que toute personnalité déséquilibrée révèle ses failles parce qu'elle tente de dissimuler. Ce que nous refoulons revient, mais ce que nous surjouons trahit ce que nous ne possédons pas. Le pervers narcissique surjoue la confiance, l'assurance, le charme. Il se met en scène, toujours impeccable, toujours convaincant. Et pourtant, s'il ne supporte pas le silence, s'il fuit l'introspection, s'il se jette à corps perdu dans les apparences, c'est parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Ou plutôt, un vide. Un gouffre. Et ce vide, c'est sa première vraie punition. Carl Jung parlait de ce vide comme du cri silencieux de l'âme qui n'a jamais été rencontré. Le pervers narcissique n'a pas de centre stable. Il n'a pas construit son identité en se connaissant, en affrontant ses ombres, en développant une force intérieure. Non. Il s'est construit à travers le regard des autres. Et ce regard est une drogue. Selon une étude menée à l'université de New York, les personnes narcissiques ont une activité accrue dans le striatum ventral, la zone du cerveau liée à la récompense et à la gratification sociale. Cela signifie qu'ils sont neurologiquement dépendants de l'approbation. C'est chimique. Et comme toute dépendance, cela finit toujours par consumer celui qui en est prisonnier. Mais ce vide ne se manifeste pas comme un trou noir visible. Il prend la forme d'un besoin constant d'attention, d'une soif d'être vu, admiré, suivi. Et quand cette nourriture narcissique disparaît, même brièvement, le manque est brutal. Tu l'as peut-être vu, cette nervosité quand il ne reçoit pas de message, cette rage froide quand on lui dit non, ce besoin irrationnel de contrôler chaque situation. Ce ne sont pas des caprices. Ce sont des signes de manque. Comme un junkie privé de sa dose. Le vide se rappelle à lui. Et plus le temps passe, plus ce vide s'élargit. Pourquoi? Parce que chaque manipulation le coupe un peu plus de la réalité. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque stratégie de contrôle éloigne le pervers narcissique de toute connexion authentique. Il n'a pas d'amis. Seulement des instruments. Il n'a pas d'amour. Seulement des proies. Et à force d'utiliser les autres comme des objets, il perd peu à peu le lien avec l'essentiel, l'expérience humaine elle-même. Les stoïciens l'avaient déjà compris. Sénèque écrivait, « La plus grande pauvreté est de se sentir vide au milieu de l'abondance. » Le narcissique peut être entouré, riche, adulé, mais il est pauvre de lui-même. Il n'y a pas d'intériorité solide. Pas de calme. Pas de profondeur. Et quand la nuit tombe, quand les écrans s'éteignent, quand le théâtre se vide, il ne reste plus que lui, face à ce qu'il n'a jamais osé affronter, son absence d'identité réelle. Les neurosciences confirment cette faille. Des recherches de l'Université de Berlin ont montré que les individus présentant un narcissisme pathologique souffrent d'une hypoactivité dans l'insula, la région du cerveau impliquée dans la conscience de soi, l'empathie et la régulation émotionnelle. Autrement dit, ils ne ressentent pas comme toi. Ils peuvent mimer les émotions, mais pas les vivre. Ils peuvent jouer la compassion, mais ils n'en perçoivent pas la vibration. Et c'est ça, leur enfer. Tu penses peut-être qu'il va bien, qu'il est passé à autre chose, qu'il vit sa meilleure vie pendant que toi tu essaies de recoller les morceaux. Mais en vérité, il est déjà puni. Il est prisonnier de son vide. Il est incapable de joie authentique. Tout est performance. Même le plaisir est mécanique. Même les relations sont des contrats à sens unique. Il n'éprouve que des hauts temporaires, vite effondrés, vite remplacés par une autre quête inutile. Jung disait que ce que nous ne voulons pas savoir de nous-mêmes finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Le pervers narcissique passera sa vie à fuir ce qu'il ne veut pas voir en lui. Mais cette fuite n'est pas éternelle. Elle le ronge de l'intérieur. Lentement. Sûrement. C'est une érosion existentielle. Et toi, tu n'es pas vide. Tu ressens, tu souffres peut-être, mais tu es vivant. Et ta souffrance peut devenir ta force. Parce qu'elle est la preuve que tu as une âme encore vibrante, encore capable de vérité. Le vide du narcissique est sa propre prison. Et ce vide, il ne pourra jamais le remplir. Tu veux voir jusqu'où cette punition va? On entre maintenant dans les mécanismes invisibles qui finissent par se retourner contre lui. Dans l'inconscient, Carl Jung écrivait, « Plus vous rendez l'inconscient inconscient, plus il dirige votre vie, et vous l'appelez le destin. » Cette phrase prend tout son sens quand on observe ce qui se passe dans la tête d'un pervers narcissique. Ce que tu ne vois pas, ce qu'il cache même à lui-même, c'est une guerre silencieuse qui ronge ses pensées et ses nuits.
une guerre contre lui-même. Et cette guerre porte un nom, le retour du refoulé. Freud fut le premier à décrire ce phénomène comme la vengeance de l'âme. Chaque souvenir traumatique, chaque honte, chaque peur que l'on nie ou enterre ne disparaît pas. Il se cache, il s'accumule. Puis, un jour, il revient, sous une forme inattendue. Chez le pervers narcissique, cette mécanique est encore plus destructrice, parce que son identité entière repose sur un mensonge. Je suis supérieur, je suis invulnérable, je suis parfait. Et quand l'inconscient vient briser cette image, c'est le chaos. Tu penses peut-être qu'il passe à autre chose sans jamais se retourner. Qu'il oublie, qu'il recommence, qu'il efface tout derrière lui. Mais ce n'est pas aussi simple, car l'esprit humain ne laisse rien impuni. Selon une étude menée par l'université de Yale, les personnes à traits narcissiques élevés présentent un niveau d'anxiété latente bien supérieur à la moyenne, notamment pendant les périodes de solitude ou de silence. Autrement dit, ce qu'ils ont repoussé finit par ressurgir, la nuit, dans l'isolement, dans les moments où ils n'ont plus personne à manipuler. Et ce retour du refoulé ne se limite pas à des angoisses. Il prend parfois la forme de dépression violente, de paranoïa, d'insomnie chronique. Des chercheurs de la Mayo Clinic ont montré que le narcissisme pathologique est fortement corrélé aux troubles borderline et aux addictions. C'est le cerveau qui crie. C'est l'inconscient qui se venge. Et chaque manipulation commise, chaque humiliation infligée à autrui devient une dette psychique à payer. Une dette que le pervers narcissique tente d'oublier, mais qui s'inscrit en lui comme un poison lent. Marc Aurèle, lui, parlait de cette tension intérieure que l'on crée quand nos actes s'éloignent de la vertu. L'homme qui agit contre sa conscience se condamne lui-même. Le pervers narcissique ne vit pas dans l'ignorance de ce qu'il fait. Il vit dans le déni actif. Il sait, mais il rationalise. Il sent, mais il écrase cette sensation. Et ce mécanisme de répression produit une dissonance mentale immense. C'est cette dissonance qui, à long terme, désorganise sa pensée. Carl Jung évoquait aussi le concept de possession psychique, quand une part de l'ombre refoulée devient si puissante qu'elle prend le contrôle. Le narcissique vieillissant devient souvent caricatural, plus instable, plus cruel, plus incohérent. Parce qu'il n'a jamais guéri, seulement masqué. Et les masques ne tiennent pas face au poids des années. Tu ne le verras peut-être jamais craquer devant toi. Parce qu'il aura déjà fui, remplacé, transféré. Mais le combat continue en lui. Et ce combat laisse des cicatrices, troubles de la mémoire, fatigue chronique, impulsivité, chute de l'énergie vitale. Il n'aura jamais la paix, parce qu'il a refusé l'intégrité. Et la paix ne vient qu'à ceux qui affrontent leur douleur, pas à ceux qui la projettent sur les autres. Des témoignages d'anciens manipulateurs repentis le confirment, des hommes et des femmes qui ont passé leur vie à dominer, séduire, contrôler, et qui finissent par s'effondrer. L'un d'eux, ancien coach en séduction toxique, aujourd'hui en thérapie depuis 4 ans, confiait « Ce n'est pas que je n'avais pas de conscience. C'est que je l'avais enfermée dans une cage, et chaque nuit, elle hurlait. Toi, tu as souffert. Mais tu as regardé cette souffrance en face. Tu t'es remis en question. Tu as cherché des réponses. Eux ne le font pas. Et c'est précisément là que leur punition commence. Pas dans un tribunal. Pas dans un scandale public. Mais dans l'intimité de leur propre esprit, devenu un champ de bataille permanent. L'inconscient, chez le pervers narcissique, est un sablier inversé. Chaque acte de destruction l'alimente. Chaque trahison accélère l'implosion. Et un jour, il ne reste plus rien. Juste des ruines intérieures, impossibles à réparer. C'est une scène qui revient souvent, mais que peu remarquent. Le pervers narcissique vieillit. Lentement. Il change de visage, mais garde les mêmes réflexes, séduction, manipulation, contrôle. Et pourtant, quelque chose a changé autour de lui. Il parle, mais les gens n'écoutent plus. Il exige, mais on ne répond plus. Il cherche l'attention, et le monde reste muet. Ce silence, il ne le comprend pas d'abord. Il le nie. Il le provoque. Puis il le redoute. Parce qu'il est la pire chose que puisse vivre un narcissique, ne plus exister dans le regard des autres. Selon les travaux du Dr Heinz Kohut, père de la psychologie du self, le narcissique a besoin d'un miroir constant pour se sentir réel. Il n'a pas de stabilité interne, alors il se construit à travers la validation externe. Mais ce miroir ne fonctionne qu'un temps. Car la répétition des abus, des ruptures, des trahisons laisse des traces. Et à un moment, les gens ne jouent plus le jeu. Ils partent. Ou pire, ils deviennent indifférents. Une étude de l'Université de Californie menée sur plus de 2000 profils de personnalités narcissiques sur 15 ans montre un déclin net de leur réseau social après l'âge de 45 ans. Le charme s'épuise. Les contacts se raréfient. Et le rejet devient silencieux. C'est ça, le plus dur pour eux. Ce n'est pas le scandale, ni la confrontation,
c'est l'effacement. Quand plus rien ne réagit. Quand le monde ne leur tend plus de miroir. Tu l'as peut-être ressenti un jour, ce besoin qu'il avait de te provoquer. D'appuyer là où ça fait mal. Non pas par accident, mais pour te faire crier. Pleurer. Réagir. Parce que ta douleur, aussi cruelle soit-elle, était une preuve pour lui qu'il existait. L'indifférence, elle, est un vide insupportable. Parce qu'elle signifie, tu ne contrôles plus rien. Tu ne me touches plus. Tu n'as plus de pouvoir. Ce silence, la vie le leur rend comme une vague lente, mais implacable. Les relations superficielles ne durent pas. Les alliés utiles se lassent. Les proches voient clair. Et même les nouvelles cibles ressentent vite l'instabilité, le malaise, la tension constante. La répétition finit par trahir le schéma. Et ce schéma devient visible, même sans mots. Marc Aurèle écrivait, « Le mépris vient naturellement à ceux qui n'ont plus rien à espérer des flatteurs. » Et quand le narcissique n'a plus rien à offrir qu'un discours usé, qu'une image fêlée, alors même ses anciens complices se détournent. Et lui reste figé, prisonnier d'un personnage qui ne fonctionne plus. La solitude qu'il vit n'est pas visible tout de suite. Car il est doué pour faire illusion. Il poste, il s'exhibe, il invente. Mais regarde bien, les likes baissent. Les commentaires disparaissent. Les regards se vident. Ce n'est pas un drame, c'est une extinction lente. Comme une étoile qui cesse d'émettre de la lumière. Les neurosciences appellent ça la privation sociale. Et ses effets sont violents, désorientation cognitive, perte de repères, dérégulation émotionnelle. Le pervers narcissique, privé d'un public, entre dans un état de confusion. Il devient son propre labyrinthe. Sans repères extérieurs, il ne sait plus qui il est. Et cette perte de sens est, en psychologie, un des facteurs les plus liés aux troubles dépressifs majeurs. Et tu sais ce qui est encore plus douloureux pour lui? C'est que la personne qui autrefois le nourrissait émotionnellement, toi, a repris sa liberté. Tu ne réagis plus. Tu avances. Tu crées. Tu vis. Et ce simple fait agit comme un miroir inversé. Il lui renvoie tout ce qu'il a perdu. Sans cri. Sans revanche. Juste un silence qui pèse 1000 vérités. Jung disait, là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de pouvoir. Là où le pouvoir est recherché, l'amour fait défaut. Le pervers narcissique a sacrifié l'amour pour le pouvoir. Et le prix à payer, c'est que personne ne revient. Même ceux qui l'admiraient finissent par sentir que quelque chose cloche. Et quand l'admiration s'effondre, il ne reste qu'un individu vide, seul, sans écho. C'est cette absence d'écho qui les détruit. Pas une vengeance. Pas une sanction divine. Juste la vie qui cesse de répondre. Mais toi, tu peux encore choisir de répondre à la vie. D'entendre ton propre silence, non pas comme une punition, mais comme un espace sacré pour te reconstruire. Parce que ce que lui vit comme un gouffre, toi, tu peux le transformer en fondation. Et pendant que lui s'efface, tu commences, enfin, à exister pleinement. Longtemps, la psychologie s'est contentée de mots. Aujourd'hui, elle parle aussi en images cérébrales, en circuits neuronaux, en hormones. Et quand la science regarde de près le cerveau d'un pervers narcissique, ce qu'elle découvre est glaçant. Ce n'est pas juste un comportement, c'est une déformation profonde de la structure psychique. Une dérive invisible, mais inévitable. Des études en neuroimagerie, notamment celles de l'université de Leipzig, ont démontré une activité réduite dans l'insula chez les personnes à traits narcissiques élevés. Cette région est pourtant essentielle, elle permet l'autoperception, l'empathie, la conscience émotionnelle. En d'autres termes, le narcissique ressent moins ce que l'autre vit, mais surtout, il ressent moins ce qu'il vit lui-même. Ce détachement n'est pas de la force. C'est une dissociation. Une fuite constante de la réalité intérieure. Et cette fuite a un prix. Car l'individu qui ne se connaît pas, qui ne ressent pas en profondeur, devient incapable de se réguler. Selon une recherche du Journal of Abnormal Psychology, plus de 60% des personnes présentant un narcissisme pathologique présentent également des troubles d'impulsivité, des comportements à risque et des tendances addictives. Ce n'est pas un hasard. C'est une tentative désespérée de combler un vide que rien ne peut remplir. Pas l'alcool, pas le sexe, pas la domination, pas même le pouvoir. Tu crois peut-être qu'il calcule tout, qu'il contrôle froidement chaque geste. Mais la vérité, c'est qu'à l'intérieur, c'est le chaos. Une instabilité permanente. Une tension continue. Et cette tension use. Elle épuise. Elle rend malade. L'American Psychological Association a recensé dans une méta-analyse que les narcissiques chroniques présentent un risque accru de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et de troubles auto-immuns. Pourquoi? Parce que leur système nerveux est constamment en alerte. La peur d'être démasqué. La crainte de perdre le contrôle. L'angoisse de ne plus plaire. Ce stress, même silencieux,
ronge le corps comme une rouille lente. Et puis il y a la mémoire. Tu l'as sans doute remarqué, ils se contredisent. Ils oublient ce qu'ils ont dit. Ils réécrivent l'histoire. Ce n'est pas toujours volontaire. C'est neurologique. Leur cerveau crée des récits pour survivre, pas pour comprendre. Ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent la domination narrative. Mais plus ils le font, plus leur mémoire s'effrite. À long terme, cela mène à des formes précoces de déclin cognitif. Des chercheurs de Harvard ont même établi une corrélation entre narcissisme extrême et risque accru de démence frontotemporale après 60 ans. C'est là que la science rejoint la philosophie. Sénèque écrivait « Le vice ne peut vivre longtemps sans se punir lui-même ». Et la science nous montre aujourd'hui que cette punition est inscrite dans la chair. Elle n'est pas visible à l'œil nu, mais elle est là. Une dérive interne. Une désorganisation progressive. Un esprit qui se perd dans ses propres tours de passe-passe. Même sur le plan social, les chiffres sont sans appel. Une enquête du National Institute of Mental Health révèle que les narcissiques vieillissants perdent en moyenne 80% de leur réseau personnel entre 45 et 65 ans. Ils se retrouvent seuls. Par rejet, mais aussi par incapacité à maintenir des liens sincères. Car leur empathie feinte ne résiste pas à l'usure du temps. Et sans empathie, il n'y a pas d'ancrage relationnel. Juste des échanges utilitaires, qui s'effondrent. Tu pensais peut-être qu'il allait vivre longtemps dans le confort de ses manipulations. Mais la vérité est là, son esprit se délite. Sa vie devient incohérente. Il ne sait plus à qui mentir, ni pourquoi. Il répète des schémas. Il s'épuise à survivre dans une construction mentale qui ne tient plus. Et pendant ce temps, toi, tu avances. Tu comprends. Tu guéris. Parce que tu n'as pas besoin de masque. Tu n'as rien à dissimuler. Jung écrivait, « Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. » Le pervers narcissique a refusé ce plongeon. Et cette fuite est devenue sa prison. Ce qu'il ne voulait pas voir l'a englouti. Ce qu'il refusait d'être, il l'est devenu à son insu, un être perdu dans ses propres illusions. Et la dernière punition, la plus puissante, la plus libératrice pour toi, elle n'a rien à voir avec lui. Elle vient de ce que tu choisis de faire maintenant, en tournant le dos à tout ce qu'il représente. Marc Aurèle, dans l'un de ses fragments les plus lucides, écrivait « Ce qui ne nuit pas à ton âme ne doit pas te troubler ». Cette phrase ne sonne pas comme un simple conseil. Elle est un rappel, un ancrage, une loi de l'esprit. Parce qu'à force d'attendre une justice extérieure, à force de vouloir voir l'autre souffrir, se perdre, être puni, on reste prisonnier de ce qu'il nous a fait. Et c'est là que le stoïcisme change tout. Il ne nie pas la douleur, il ne nie pas le mal, mais il te ramène à l'essentiel, ce que tu choisis de nourrir, c'est ce qui te construit. Tu as peut-être attendu ce moment. Le karma. Le retour de bâton. Cette scène où, enfin, il tombe. Où tout le monde découvre son vrai visage. Où la souffrance que tu as vécue devient visible, légitime, reconnue. Mais la vérité, c'est que ce moment, tu n'as pas à l'attendre. Tu n'as pas à le provoquer. Parce qu'il n'est pas nécessaire pour que toi, tu sois libre. La justice stoïcienne ne passe pas par la punition. Elle passe par l'indifférence active. Non pas l'oubli, ni la naïveté. Mais cette puissance intérieure qui choisit, consciemment, de ne plus nourrir ce qui détruit. Sénèque l'avait formulé ainsi. Il n'y a qu'une seule voie vers la paix, c'est de ne plus vouloir ce qui ne dépend pas de toi. Et lui, il ne dépend plus de toi. Il ne t'appartient pas. Tu n'as plus à te battre pour le convaincre, ni à te défendre pour te justifier. Sa chute ne t'élèvera pas, parce qu'elle n'est pas ton œuvre. Elle est déjà en marche, comme nous l'avons vu, neurologique, psychique, sociale. C'est une désintégration lente, mais certaine. Et toi, tu ne fais plus partie de cette équation. Tu peux enfin comprendre que la vraie revanche, ce n'est pas sa perte. C'est ta renaissance. La capacité à construire une vie pleine, consciente, ancrée, malgré les séquelles. La capacité à aimer à nouveau, à te faire confiance, à dire non, à dire oui, à choisir avec discernement, avec paix. Le stoïcisme n'a jamais promis une vie sans douleur. Il promet une vie où la douleur ne dirige plus. Carl Jung disait, « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu embrasses se transforme. Alors regarde ta blessure. Regarde ce qui l'a détruit. Et vois Y non pas la trace de sa puissance, mais la preuve de ta capacité à survivre. Ce que tu as traversé, ce n'est pas une faiblesse. C'est une initiation. Une révélation. La neuroscience le confirme. Les personnes ayant vécu des traumatismes relationnels, mais ayant trouvé un sens à leur expérience, développent une forme de résilience appelée croissance post-traumatique. Une aptitude accrue à ressentir, à discerner, à se réinventer. Tu es peut-être plus fort qu'avant, même si tu ne le vois pas encore.
Et cette force, elle ne s'apprend pas dans les livres. Elle se forge dans l'épreuve. Il y a une justice, oui. Mais elle n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, intérieure. Elle ne passe pas par les cris, mais par les actes. Elle ne se prouve pas. Elle se vit. Et elle commence quand tu décides que cette histoire ne te définit plus. Peut-être qu'il continuera à jouer son rôle quelque temps. À séduire d'autres cibles. À manipuler d'autres regards. Mais à l'intérieur, il sait. Il sent. Il lutte. Et ce n'est plus ton affaire. Toi, tu es là. Présent. Vivant. Peut-être en reconstruction, mais déjà en mouvement. Et chaque jour où tu refuses de rejouer cette pièce, chaque jour où tu crées au lieu de réagir, tu reprends du terrain. Du souffle. De la lumière. Épictète disait, il ne t'est jamais donné un fardeau que tu ne puisses porter. Tu l'as porté. Maintenant, il est temps de le déposer. Pas parce que l'autre a changé, mais parce que toi, tu as compris. La justice stoïcienne, ce n'est pas de voir l'autre souffrir. C'est de ne plus souffrir à cause de lui. C'est de savoir que tu n'as plus besoin de spectateurs, ni de revanche, ni de validation. Parce que tu es enfin revenu à toi. Et c'est là que tout commence.